Ça vient de chez Sophie. J'ai fermé le son. Bonsoir tout le monde. Je pense que tous les gens qui étaient en salle d'attente sont rentrés. Là, je ne vois plus le chiffre de participants qui monte. On est 42 personnes. Ben, on a 42 personnes dans la salle. Donc, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance d'information et d'échange qui va concerner le programme particulier d'urbanisme pour le secteur sud de l'aéroport. Je vais avoir le plaisir là, d'animer la rencontre de ce soir. Mon nom est Alexandra Mauger. Je suis conseillère en consultation publique au service des relations avec les citoyens et des communications. Comme vous le savez, ben, la séance de ce soir, là, elle fait suite à un atelier d'échange qui avait eu lieu le 11 avril dernier avec les citoyens, qui avait été animé là, à ce moment-là par ma collègue Priscilla. Je vais prendre le flambeau là, de ma collègue. Je vais avoir la chance d'accompagner l'équipe de projet pour le volet de la participation citoyenne à partir de maintenant pour ce projet. Pour bien débuter la soirée, en fait, j'inviterai tout de suite Madame Mélissa Coulombe-Leduc, membre du comité exécutif responsable des dossiers d'urbanisme, à faire le mot d'ouverture. Je vais en profiter quand même tout de suite pour signer la présence aussi de M. Louis Martin, qui est conseiller municipal du district de Cap-Rouge-Laurentais. Donc, Madame Coulombe-Leduc. Merci beaucoup, Alexandra. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être présents virtuellement à cette deuxième rencontre. Bon, même pas plus que ça. En fait, ça fait quelques rencontres déjà qu'on tient. Donc, effectivement, je salue la présence de mon confrère au Conseil de ville, M. Louis Martin, votre élu de district. Donc, la rencontre de ce soir là, fait suite à la rencontre qu'on avait tenue au mois d'avril, dans laquelle on a échangé, on a même, je dirais, un peu co-créé hein, sur le territoire du PPU aéroport. Et donc, ce soir, à la lumière de ce qui a été entendu au mois d'avril, on vient vous présenter des orientations préliminaires de développement pour le territoire du secteur sud aéroport. On se rappelle l'entrée de jeu, on va le dire dans la présentation, mais je tiens quand même à le rappeler, hein, on est sur un territoire qui est de propriété privée et pour lequel c'était prévu au schéma d'aménagement, donc la plus haute couche, si je peux me permettre, en matière d'aménagement. C'est déjà prévu que, on avait déjà je vais dire l'orientation comme quoi c'était du développement industriel qui se faisait à ce niveau-là. Donc, ça avait été déterminé en 2020. Après ça, on est venu rajouter quelques couches de complexité, notamment en faisant notre plan sur les milieux humides et hydriques. On a eu une meilleure connaissance de ce terrain-là. Donc, l'objectif de faire un PPU ultimement, parce qu'on va se diriger vers ça tranquillement, pas vite, mais c'est vraiment dans une démarche de conciliation entre le développement donc, de ce terrain-là, qui était prévu à la base, mais aussi donc le fait qu'on y retrouve des milieux humides, notamment des milieux d'intérêt. Donc, je m'arrête ici. Moi et M. Martin, on reste avec vous toute la soirée. On va donc avoir une présentation qui va vous être faite et puis ensuite de ça, on va vouloir vous entendre là, sur ces orientations préliminaires-là, répondre à vos questions. Donc, on reste avec vous l'ensemble de la soirée. Merci pour votre présence encore. Merci beaucoup. Je pense que ça résume bien là, un peu les objectifs de la soirée. Donc, effectivement, l'équipe ce soir va présenter le bilan des activités de participation publique qui ont été réalisées jusqu'à maintenant, puis les grandes orientations là, pour le développement futur du site. Donc, les responsables du projet, elles vont vous expliquer davantage là, dans les prochaines minutes, disons, là, la vision de la ville pour le développement du secteur. La présentation va être suivie d'une période de questions sur des éléments qui ont été présentés. Ce sera une occasion également, si vous le souhaitez, dès maintenant, de présenter vos commentaires là, sur ce qui vous a été présenté. Sinon, ça va être suivi là, d'une période de consultation écrite en ligne sur 2 semaines, là, si vous préférez, mûrir davantage votre opinion. Euh, on le dit à plusieurs moments, là, mais il s'agit d'une étape de la démarche de participation publique conformément à ce qui avait été présenté aux citoyens là, dès le mois de février. Ce qu'on présente ce soir, ça vient précéder les modifications réglementaires. En fait, ça va plutôt orienter la rédaction des projets de règlement. Donc, voilà. Puis, mon rôle pour ce soir, c'est de m'assurer que cela se passe bien pour tous, que les citoyens puissent bien comprendre le projet qui est présenté et avoir vraiment des interactions constructives et positives. On a laissé l'outil QR pour questions et réponses. Il est ouvert déjà en ligne. Donc, si jamais vous aviez des petites questions en cours de route, pour les questions de précision, quand même, je vous inviterais à les garder pour la fin de la présentation, donc dans une trentaine de minutes. Si vous deviez avoir des petits enjeux techniques, là, ça peut être
le bon outil pour nous contacter. Là, vous allez avoir l'appui de ma collègue Audrey Perrault, qui est conseillère en communication là, de ce côté-là. Je vais revenir plus tard là, sur des consignes pour la période de questions et de commentaires, mais bien évidemment, on reste constructif et respectueux. La présentation de ce soir, elle est enregistrée et va être rendue disponible en ligne dès demain. Donc, voilà, ben, pour mener à bien là, tout ce projet-là, vous allez avoir les présentatrices et responsables du projet, Madame Judith Gagnon-Beaulieu, qui est conseillère en urbanisme au service de la planification de l'aménagement et de l'environnement, ainsi que Madame Catherine Perron, également conseillère en urbanisme du même service. Donc, je vous cède la parole, mesdames. Merci, Alexandra. Je vais partager mon écran. Est-ce que ça fonctionne bien? Non, ah oui, là, ça semble Comme s'ouvrir. ceci? Oui, tout à fait. Parfait. Donc, je vais assurer la première partie de la présentation ce soir. D'abord, en élaborant là, une petite mise en contexte, rappeler les faits saillants du projet. Madame Coulombe-Leduc a bien mis la table là, sur ce qui nous amène à cet exercice du plan particulier d'urbanisme pour le secteur sud de l'aéroport. Mais je vais quand même le revenir, s'assurer qu'on est tous et toutes là, à la même place là-dessus, dresser un bilan également des activités de participation qui ont eu lieu au printemps dernier, vous présenter les orientations d'aménagement préliminaire, la vision préliminaire pour le secteur. Ensuite, ma collègue Judith va enchaîner là, avec le schéma d'organisation spatiale, rappeler les prochaines étapes, puis, tel que mentionné, on pourra ouvrir la discussion là, pour répondre aux questions et précisions sur le contenu. Donc, d'abord, le territoire de planification pour le secteur sud de l'aéroport vise ce que vous voyez à l'écran, là, à l'intérieur des limites à l'est de la route de l'aéroport, à l'ouest de la route de Jean-Gauvin. Également, là, au sud, le secteur suit le terrain du chemin de fer Québec-Gatineau près du boulevard Wilfrid Hamel et au nord, le terrain du ministère des Transports du Québec, là, près de l'aéroport Jean-Lesage. C'est un terrain d'une superficie d'approximativement 1,5 km². Et on est entièrement là, sur des terrains privés là, pour l'ensemble du secteur. Ça l'a été mentionné, j'y reviens. Ce qui amène une planification particulière là, pour le secteur, c'est la nécessité de concilier. Concilier d'une part avec notre schéma d'aménagement qui met la table là, sur l'aménagement qu'on fait au niveau de la ville, pour lequel le secteur sud de l'aéroport, vous le voyez à l'écran là, en mauve avec le contour noir près de la zone aéroportuaire, était ciblé pour du développement industriel sur l'ensemble de sa superficie. Un peu plus tard est venu notre plan régional des milieux humides et hydriques qui a identifié les milieux humides dans le secteur, dont un d'intérêt, ce qui nous a amené là, au besoin d'avoir peut-être une planification à échelle réduite pour concilier ces deux éléments de planification-là, celui des espaces industriels et celui de la conservation des milieux naturels. Donc, le PPU, là, le plan particulier d'urbanisme, PPU étant son acronyme, je vais l'utiliser là, si c'est plus simple pour la suite, permet là, de faire là, cette planification, d'énoncer une vision d'ensemble pour un secteur donné, de présenter des orientations et des objectifs d'aménagement. C'est ce qu'on vient faire de manière préliminaire ce soir. Puis par la suite suivra le contexte réglementaire qui découle des orientations qu'on se donne. En guise de rappel, là, cet exercice de conciliation entre milieu naturel et besoins industriels pour lequel on a annoncé une cible de conservation entre 40 à 50 du secteur de planification au printemps dernier. Au niveau du bilan des premières activités de participation publique, d'abord, la démarche dans son ensemble. Ce soir, là, on se trouve au niveau des orientations préliminaires. Il y a eu les étapes au printemps là, de dialogue citoyen avec l'atelier, notamment du 11 avril là, au Centre communautaire à Champigny, le questionnaire en ligne qui a suivi et suivra d'autres étapes également là, dans la suite de la démarche.
Ce fameux atelier ou dialogue plutôt là, du printemps dernier a accueilli là, 110 participants en salle, 40 participants en ligne, puis 39 répondants là, au questionnaire également qui était disponible du 11 au 23 avril 2024. L'objectif était vraiment là, de donner l'occasion aux citoyens de s'exprimer sur une proposition de milieu naturel à conserver, mais également là, d'entendre les propositions en lien avec le déploiement de milieux industriels là, attractifs et de qualité. Je présente une synthèse de ce qui est ressorti de ce dialogue, puis j'insiste sur le mot synthèse. Là, vraiment, je n'ai pas la prétention de rapporter l'ensemble des propos qui ont été tenus, mais probablement ceux pour lesquels on a eu le plus de récurrence, puis qu'on est venu classer là, par thématiques, qui sont les thématiques de la planification particulière. Donc, on structure de manière à travers ces différents thèmes-là, là, celui de la vocation et des usages, du cadre bâti, du domaine public, des espaces verts, de la mobilité et la conservation des milieux naturels. Et donc, lors de l'atelier en salle et dans le questionnaire en ligne, en lien avec les milieux naturels, plusieurs coups de cœur ont été soulevés là, sur le site, notamment la diversité de la faune, les espaces boisés qui sont sortis comme des éléments d'importance, les cours d'eau. Certains aménagements informels comme les sentiers ont été soulevés aussi, la topographie du site qui permet des vues sur la ville également. Il y a eu des réactions qui étaient partagées en lien avec la cible de conservation. Plusieurs ont souligné l'importance d'éviter la fragmentation des milieux naturels dans le secteur, de veiller à conserver les arbres et les boisés, maintenir une bonne canopée des essences qui étaient variées et de mettre en place là, des zones tampons qui sont suffisantes pour la protection des milieux humides d'intérêt avec la venue d'éventuelles constructions. En lien avec le cadre bâti, donc ce qui est relatif aux constructions, a été mentionné le souhait d'assurer une intégration là, adéquate des constructions pour limiter la visibilité depuis les quartiers qui se trouvent au sud du secteur visé là, par l'arrivée d'usages industriels, considérer la pente là, du site qui augmente vers le nord dans l'intégration des bâtiments, limiter les hauteurs de ces constructions-là, des volumes, augmenter la largeur des bandes tampons aussi qui étaient prévues le long là, du chemin de fer près du boulevard Wilfrid Hamel, puis de la rue Champigny-Est notamment. Également, la question de la qualité architecturale des bâtiments a été soulevée. Le souhait d'intégrer là, des mesures innovantes, des revêtements en bois, des serres urbaines sur les toits, technologie verte, panneaux solaires sont des éléments qui sont ressortis là, à la fois dans le questionnaire puis en salle. Et le maintien de la grande visibilité du Collège de Champigny, qu'on connaît comme un bâtiment fort là, d'importance dans le secteur, est revenu également. Au niveau de la vocation et des usages, il y a eu énormément de commentaires en lien avec la gestion là, des potentielles nuisances, que ce soit au niveau de l'éclairage, du bruit, îlots de chaleur, trafic, également de la qualité de l'air là, qui est revenue, les citoyens qui ont exprimé des préoccupations en lien avec une situation vécue actuellement dans le quartier, puis le fait que le futur développement ne devrait pas avoir d'impact là, sur un enjeu déjà vécu. De prioriser des entreprises à vocation sociale, agricole ou environnementale qui adoptent des pratiques industrielles durables a également été soulevé. Limiter, éviter les activités d'entreposage en raison du camionnage. Chercher à maximiser les développements industriels existants avant de développer de nouveaux sites. Et le maintien du golfe aussi là, qui a été mentionné. Au niveau de la mobilité des déplacements, les questions d'accessibilité, de fluidité sont revenues à plusieurs reprises. Prévoir des accès et parcours pour la circulation des camions et la circulation en général. Il y a eu plusieurs inquiétudes et préoccupations là, claires qui ont été exprimées en lien avec l'augmentation du trafic, notamment la circulation sur la rue Champigny-Est là, qui a été soulevée. Puis, il nous a été mentionné de prévoir des accès là, faciles et multiples pour le transport actifs, là, donc piétons, cyclistes, par exemple, dans le secteur. Au niveau de la sécurité, il y a eu des commentaires en lien avec des situations déjà vécues dans le milieu, là, en lien avec le boulevard Wilfrid Hamel sur le fait de l'absence de traverse piétonne entre la route Jean-Gauvin et la route de l'aéroport. Également, là, le souhait d'aménagement pour des déplacements actifs là, sécuritaires a été exprimé. On nous a également souligné l'importance de prévoir un tracé de rue qui limite la fragmentation des milieux humides sur le site.
Puis aussi, le potentiel là, à saisir de connexion avec la rivière Cap-Rouge, là, via notamment un passage à bétail là, qui est en fait un pont ferroviaire qui se trouve sur le chemin de fer Québec-Gatineau, qui pourrait servir éventuellement là, de déplacement actif. Là, c'est la proposition qu'on a eue. Au niveau des aménagements des espaces publics, nous a été amené à notre attention le fait de prévoir là, un accès public au secteur pour la pratique de différentes activités. Puis le et cetera est important là, dans ce cas-ci, là, plusieurs activités ont été énoncées, raquettes, marches, ski de fond, sentiers de motoneige là, pour permettre de rejoindre la route provinciale, des glissades, anneaux de glace pour du patinage a été soulevé. Intégrer des aménagements d'agriculture urbaine également pour rappeler l'histoire du secteur, puis aménager des rues là, de façon conviviale en prévoyant notamment des noues végétalisées. En considérant les ateliers ou ce qui est ressorti là, lors des ateliers en salle, puis du questionnaire, notre connaissance plus approfondie également du secteur, on a élaboré des orientations préliminaires d'aménagement. Puis Mme Coulombe-Leduc le mentionnait bien, ces orientations-là, elles sont la prémisse là, au cadre réglementaire qui viendra. Donc, dans un premier temps, on n'a pas toutes les spécifications de comment sera réalisées ces orientations, mais c'est la vision qu'on se donne pour la suite dans la démarche de planification. Donc, au niveau des milieux naturels, les orientations préliminaires d'aménagement pour le secteur sud de l'aéroport seraient dans un premier temps de conserver là, une diversité de milieux naturels et de paysages pour permettre le maintien de la biodiversité sur le site. Assurer une certaine connectivité également écologique entre les secteurs et les milieux environnants en limitant la fragmentation des habitats. Ça avait été soulevé là, dans les ateliers au printemps, en conservant un ensemble le plus grand possible là, de milieux naturels. Également, considérer, valoriser la présence des milieux qui sont sensibles, tels que les cours d'eau, les milieux humides, et assurer une cohérence là, avec les objectifs de notre plan régional des milieux humides et hydriques. On souhaite également assurer une gestion intégrée de l'eau par bassin versant en tenant compte des enjeux tant locaux que régionaux, donc considérer plus largement qu'à l'échelle là, du secteur, quel est l'impact là, de la venue de futures constructions là, sur l'ensemble là, du bassin dans une perspective plus régionale. Et finalement, évaluer et saisir les occasions de compenser là, certaines pertes de milieux humides naturels, pardon, qui pourraient être inévitables associées au développement et ce, à même le secteur de planification. Au niveau des activités et vocations du territoire, ben, c'est un peu la prémisse là, de l'exercice qu'on fait à travers le PPU, donc de concilier adéquatement la conservation des milieux naturels et les besoins en espace industriel et d'innovation. On souhaite également tirer profit d'un emplacement stratégique pour la prospérité des nouvelles activités économiques et industrielles, offrir un lieu d'emploi de qualité pour les travailleurs et assurer tout ça dans une cohabitation harmonieuse entre les nouvelles activités industrielles et les activités qui sont déjà existantes là, sur le territoire en mettant en place différentes stratégies d'aménagement. Au niveau du cadre bâti, maintenir l'identité paysagère du Collège de Champigny, ça a été mentionné au printemps. C'est une orientation qu'on se donne dans la planification par une intégration harmonieuse des bâtiments qui seraient amenés à proximité de celui-ci. Intégrer également harmonieusement les futures constructions avec les milieux naturels et les milieux urbains avoisinants en assurant une transition dans les gabarits de construction, donc dans les hauteurs, par exemple, et des espaces de dégagement. On fait référence ici aux zones tampons, puis ma collègue y reviendra un petit peu plus loin. Assurer l'implantation de constructions qui sont innovantes et durables en mettant de l'avant les meilleures pratiques de développement durable. Ça faisait partie aussi des éléments mentionnés au printemps. C'est un souhait qu'on maintient. Au niveau de la mobilité et des déplacements, on souhaite favoriser les déplacements mobilité active et collective dans le secteur en intégrant des aménagements qui sont sécuritaires pour tous les modes de déplacement. Veiller également au déploiement d'un tracé de rue là, qui est efficace et direct pour considérer à la fois les milieux naturels et autres contraintes, là, notamment la question de la topographie là, qui est déterminante dans le tracé de rue dans le secteur sud de l'aéroport. On souhaite également évaluer les occasions d'améliorer la connectivité avec les secteurs voisins, notamment la possibilité de franchir des barrières anthropiques. Là, on pense par exemple à la voie ferrée.
Et finalement, éviter le transit des camions, qui est une orientation claire là, au cœur des quartiers résidentiels limitrophes, donc de rediriger la circulation vers les axes appropriés. Au niveau des espaces publics et caractéristiques paysagères, on souhaite aménager des espaces qui sont conviviaux pour les futurs travailleurs du site. Également, plus largement, évaluer les occasions de développer des espaces publics qui mettent en valeur les milieux naturels et les points de vue sur la ville qu'offre potentiellement le site. Minimiser l'impact visuel du développement par l'aménagement d'espaces végétalisés de transition, nos fameuses bandes tampons. Impact visuel du développement, là, notamment sur les quartiers qui sont au sud. On souhaite intégrer des infrastructures vertes aux aménagements publics. On peut penser par exemple aux rues dans ce cas-ci, afin d'assurer une gestion durable des eaux de pluie et limiter les surfaces de stationnement minéralisées là, qui pourraient amener un enjeu, par exemple, d'îlots de chaleur, faciliter leur mise en commun. Ces orientations-là nous permettent d'énoncer une vision préliminaire, donc qui synthétise là, ce qu'on souhaite pour le secteur sud de l'aéroport dans le futur. On souhaite que ce soit un secteur là, qui se place comme un espace qui concilie la protection des milieux naturels et le développement d'espaces industriels et d'innovation, qui se distingue comme un pôle d'emploi dynamique et de qualité, misant sur l'innovation, l'intégration de pratiques durables qui sont reconnues par ses constructions et aménagements publics, et qui se démarque en tant que secteur industriel innovant et attractif qui s'intègre de manière harmonieuse avec le milieu dans lequel il s'inscrit. Judith, peut-être que tu peux partager à ce moment-ci. Je vais Oui, je arrêter vais de mon continuer. côté. Je vais partager. Oui, parfait. Ça fonctionne bien? Oui, Oui, parfait. on voit bien. Donc, j'enchaîne avec le schéma d'organisation spatiale. Ben, en fait, le schéma d'organisation spatiale, c'est là qu'on va venir un peu plus concrétiser nos orientations que Catherine a présentées. C'est le temps aussi là, de mettre là, la planification, nos orientations de planification plus là, en schéma. C'est aussi les indications des grandes affectations, puis des liens de mobilité. Faut garder en tête là, que dans cet exercice-là, on a voulu faire un amalgame, une combinaison, puis une conciliation, en fait, là, des demandes que vous avez faites là, le printemps dernier, des besoins de conservation des milieux naturels d'intérêt tels qu'identifiés au PRMHH, puis des besoins là, industriels là, qu'on veut venir combler là, avec cette planification-là. Aussi, là, tu sais, on a fait cette planification-là en tenant compte que ça reste exclusivement des terrains privés, donc dont la ville n'est pas propriétaire, donc ce qui limite là, aussi certaines interventions de la ville. Donc, petit rappel de ce qu'on avait présenté au printemps dernier. C'est un peu une synthèse là, des caractéristiques du site. Là. C'est un site avec beaucoup de pentes là, qui vont surtout vers le sud, enclavé avec la présence de la voie ferrée, puis de l'emprise là, du MTMD au nord, où ce qu'on retrouve là, plusieurs milieux humides de différents types avec 3 cours d'eau, des espèces fauniques et floristiques aussi à statut. C'est un site là, qui a été identifié là, notamment par le PRMHH pour de la conciliation. Donc, c'est pour ça qu'on a notre planification. Donc, ici, là, je représentais un peu, là, c'est les grands espaces naturels, milieux humides, là, plus d'intérêt qu'on a voulu plus conserver avec notre planification. Donc, voilà le schéma d'organisation spatiale là, qu'on a travaillé, où ce qu'on est venu là, un peu, là, comme j'ai dit, concilier les besoins des différents acteurs là, sur le terrain. En fait, on représente là, avec les couleurs un peu les grandes affectations qui sont souhaitées là, par la ville là, pour le site. Donc, c'est un secteur là, où on vise un développement industriel là, en mauve, là, tout ce qui est mauve, orange, puis un peu plus bleuté. C'est ce qui est industriel et mixte, incluant là, de la haute technologie. Ce qui est en vert, là, c'est ce qui va être exclu là, du développement là, industriel. Ce qui est à prendre en considération, c'est qu'on veut venir conserver là, les 3 cours d'eau tels qu'identifiés avec ça. On vient aussi conserver là, pour le premier cours d'eau là, qui est à proximité du milieu humide d'intérêt qui a été identifié par le PRMHH là, dans ce secteur-là.
on est venu conserver là, une bande riveraine de 40 mètres de part et d'autre là, des cours d'eau. Donc, on a fait là, une délimitation des zones là, en fonction de cette conservation-là. On a voulu aussi, là, comme je l'ai indiqué, là, conserver les deux grands milieux humides, puis maintenir une certaine connectivité là, avec les milieux naturels et humides là, qui sont au nord, là, puis qui risquent de perdurer davantage dans le temps, considérant de la tenue là, du lot. En résumé, là, on a à peu près 60% de zones en développement industriel, 40% à l'extérieur de ces zones là, qui sont non développées. Ça amène une conservation de 70% des milieux humides, là, environ 30 hectares. Des superficies de milieux boisés là, conservés là, à 53% avec 51 hectares. Globalement, c'est usage industriel général. On inclut aussi aux technologies et d'autres usages que je vais détailler. Mais c'est tous des usages qui sont limités à l'intérieur des bâtiments. Là, c'est bien important, là, surtout le site. Aussi, là, on vise un gradient d'intensité d'usage, là, où plus on va vers l'est, donc plus on se rapproche des résidences, plus on va vouloir diminuer l'intensité, les gabarits, pour minimiser là, les impacts là, sur les quartiers puis les usages là, autour. Donc, prochaine diapo. D'abord, là, on est venu à poser là, des zones tampons. Là, on vous a écouté, on savait que c'était assez important pour vous. Puis, on a augmenté, là, on proposait 25 mètres au départ, puis on a augmenté là, environ 40 mètres où on voudrait avoir une zone végétalisée là, où il n'y aurait pas de construction industrielle, là, où on viendrait là, permettre là, un tampon entre les zones résidentielles puis le développement industriel. Ce serait composé de différents végétaux qui permettraient de faire un mur écran au niveau visuel, puis aussi là, au niveau des nuisances là, telles que le bruit et les odeurs, pour maintenir aussi la qualité de l'air. L'idée aussi, là, c'est d'avoir une bonne zone tampon là, entre le développement industriel puis le collège Champigny, qui est un usage là, aussi assez sensible. Donc, voilà. Ensuite, on a identifié aussi un lien de mobilité là, principal, le lien central. Là, c'est un lien qui est un peu schématique, là, qui ne suivra pas nécessairement cette ligne-là. Mais en fait, c'est pour indiquer qu'on veut que toutes les zones de développement soient liées là, autant au niveau routier que par la mobilité active ou la mobilité des piétonnes, vélos, etc. L'idée aussi, là, c'est de venir connecter d'est en ouest là, le site là, pour assurer là, que le camionnage là, circule seulement sur la route de l'aéroport. Seulement la section nord de Jean-Gauvin, là, au nord de Wilfrid Hamel, pour ensuite aller circuler là, sur Wilfrid Hamel et ou aller là, sur l'autoroute là, vers Saint-Augustin. Là, ce qui est à noter, c'est qu'on veut vraiment là, que le camionnage reste là, sur les grandes artères. On veut pas que qu'il y ait une circulation de camionnage dans les quartiers limitrophes. C'est très important. Aussi, sur ce lien central, là, comme j'ai dit, là, on intègre de la mobilité, des infrastructures de mobilité active pour assurer un confort, une sécurité de tous les usagers. Ça va être bien important. On veut aussi venir bonifier là, les aménagements qui sont sur Wilfrid Hamel pour assurer une meilleure desserte là, en transport actif. En lien avec ce chemin de transport-là, on veut aussi prioriser là, des zones où seraient des espaces là, d'aménagement public. Là. En fait, là, ce serait des sites prioritaires là, sans nécessairement là, être tous accomplis. Là, on voudrait quand même que ce soit les sites là, qui soient choisis si on veut faire des espaces publics. On pense que ceux les secteurs à l'intersection entre les cours d'eau puis le lien central là, serait le plus propice pour assurer une visibilité là, des espaces naturels, puis ce serait des espaces plus intéressants là, pour des espaces publics. Euh, Puis c'est ça. On a aussi identifié des liens potentiels là, de mobilité active. En fait, là, c'est un site qui est assez enclavé, là, donc c'est des liens qui seraient intéressants là, à bonifier, ben, à mettre en place là, parce qu'ils sont inexistants présentement. Mais il y a plusieurs contraintes là, qui complexifient leur réalisation.
Et c'est un souhait de la ville de les implanter. En fait, le premier, là, c'est au sud, là, près de la voie ferrée, là. Ce serait un des seuls passages, là, possibles, là, où on pourrait implanter une installation qui passerait au-dessus, de la voie ferrée, puis qui permettrait la connexion, là, à un terrain qui est public, là, à la ville. Puis aussi, là, une proximité, du cours d'eau. Donc, il y aurait un potentiel, là, de connexion, là, avec, le cours d'eau, puis le parc linéaire de la rivière Cap-Rouge, là, au sud. Aussi, on a un lien potentiel là, vers l'ancienne Lorette, là, vis-à-vis le corridor de Loretin, là, qui est prévu d'être aménagé dans les prochaines années. Donc, on voit potentiel d'aménager une infrastructure cyclo-piétonne là, qui pourrait être connectée avec le corridor Loretin et qui pourrait connecter là, avec les infrastructures qu'on veut implanter à même là, le lien central. Donc, on viendrait augmenter la perméabilité du site là, qui est quand même difficile d'accès là, présentement. Donc, le premier secteur là, de planification où ce qu'on envisage là, une grande affectation parc et espace vert, là, c'est le secteur en A, environ 600 000 mètres carrés. Comme j'ai indiqué, c'est environ 40 du site. On assure donc un maintien des grands milieux humides, des cours d'eau, puis de la bande riveraine là, de chaque cours d'eau également. Puis, dans le fond, là, on limiterait les usages à cet endroit-là, donc on permettrait pas là, les usages industriels. Les usages possibles seraient parcs, équipements récréatifs extérieurs régional et agriculture. On n'a pas encore la liste exhaustive là, des usages, là, mais on va le définir là, dans le zonage. Aussi, là, on a inclus dans cette zone-là une zone au sud du collège Champigny où on viendrait maintenir là, un espace là, végétalisé qui permettrait là, d'assurer le maintien là, d'une partie de l'art d'influence là, paysagère là, du collège Champigny, là, qui est dépendant là, de ce qui se trouve aussi là, autour. Ensuite, le secteur B d'aménagement industriel où on vise là, des usages industriels généraux à faible impact, donc tous à l'intérieur des bâtiments. Pour ce secteur-là, comme on se retrouve là, plus loin des résidences et qu'il y a un impact là, visuel très faible, là, on ne vise pas là, de limitation particulière pour les gabarits. On va être plus permissif là, dans ce secteur-là pour l'être un peu moins là, ailleurs. On a fait une délimitation aussi pour conserver, comme je l'ai mentionné, le corridor là, autour du premier cours d'eau. Le secteur C, environ 200 000 mètres carrés. Les mêmes types d'usages, là, industriel général, faible impact, à l'intérieur des bâtiments. Ici, on va vouloir venir gérer un peu plus les gabarits au sud du lien central, là, plus à proximité des résidences. Comme pour le secteur B, on est venu conserver là, la bande riveraine là, pour le cours d'eau là, à l'ouest. Le secteur D, un peu plus de petite taille, on est venu conserver là, le grand milieu humide là, que j'avais indiqué dans l'ancienne présentation. On va utiliser à peu près les mêmes, pas mal les mêmes usages que les deux précédents, avec industriel général de faible impact. On va vouloir gérer un peu plus les gabarits, surtout près des résidences là, pour minimiser l'impact visuel là, du développement. Ensuite, le secteur E, 200 000 mètres carrés. Usage industriel de faible impact, encore général. On va vouloir un peu plus moduler les gabarits, puis éventuellement la qualité architecturale des bâtiments, compte tenu de la proximité avec le collège Champigny, la proximité avec les résidences au sud, puis aussi là, de la topographie qui fait que c'est un secteur qui est beaucoup plus visible de loin et de proche là, que les trois autres secteurs. Aussi à noter là, qu'on a un petit encoche ici là, où on est venu vouloir préserver un milieu humide qu'on voit en dessous. En fait, là, ce serait une zone qui a été identifiée par les experts en environnement avec un potentiel de restauration. Donc, on a voulu là, préserver cet espace-là. Donc, la restauration de milieu humide là, qui pourrait être restaurée à même le site là, pour compenser là, la perte à d'autres endroits là, lors du développement dans le secteur.
Le secteur F, c'est un secteur où on va prévoir une mixité d'usages. Par contre, là, cette mixité-là va être, il va y avoir une définition des usages qui vont être permis. Ce qu'on souhaite là implanter, c'est surtout de la haute technologie, des équipements de loisirs communautaires et sportifs. En fait, là, c'est parce qu'il y a un intérêt du Collège Champigny qui nous a exprimé la volonté de vouloir expansionner leurs infrastructures sportives. Donc, il y aurait un potentiel là, à cet endroit-là là, pour implanter une telle infrastructure. Nous, on veut laisser là, la porte ouverte là, pour ce genre d'infrastructure-là. On pense que ce serait un bon endroit. Aussi, là, de limiter les usages là, à la haute technologie au niveau industriel, bien, on fait une meilleure transition là, entre l'usage institutionnel là, plus sensible là, du Collège Champigny, puis les usages là, industriels. On va vouloir ici aussi gérer les gabarits, puis l'architecture des bâtiments pour que l'intégration là, se fasse de manière harmonieuse là, avec le collège à côté. Euh, Puis on conserve là, une bande tampon là, assez généreuse là, aussi avec le collège. Le secteur G, le dernier, environ 40 000 mètres carrés. Ici, on va circonscrire les usages à seulement de la haute technologie. Ça, c'est tout ce qui est lié à la science, les recherches et développement, ça peut être le pharmaceutique, mais c'est souvent là, des institutions qui sont les sièges sociaux des compagnies, donc on va rechercher une meilleure qualité architecturale. C'est pour ça qu'on veut venir limiter là, à ce type d'usage. Il va y avoir une plus grande limitation des gabarits, puis une plus de critères au niveau là, de l'architecture, même sur l'implantation puisqu'on veut venir là, limiter là, grandement l'impact visuel là, des constructions au sud du collège, parce qu'il y a quand même une aire d'influence assez importante au niveau de son paysage, compte tenu là, qui est sur un promontoire, là, on le voit de loin, mais aussi on voit bien là, qu'est-ce qu'il y a autour. Donc, on veut là, limiter l'implantation des bâtiments qui vont se faire au sud parce que ça risque là, de paraître beaucoup là, dans le paysage, là, même lorsqu'on se retrouve là, plus loin sur l'autoroute du Plessis. À noter aussi là, que peut-être qu'on ne le voit pas très bien, mais ici, on va seulement mettre un cul-de-sac. Il n'y aura pas de débouché possible sur la route de l'aéroport parce que le propriétaire là, de la route, là, le NTMD, ne veut pas qu'il y ait d'entrée routière. Donc, ça va seulement être une entrée piétonne de mobilité active, mais on veut quand même avoir un lien là, pour assurer une bonne perméabilité, puis l'arrivée là, des piétons, par exemple, là, en autobus là, à proximité. Ça va assurer là, une meilleure transition là aussi là, avec le reste là, du site. Finalement, pour vous donner une idée plus concrète là, de quoi ça pourrait avoir de l'air, là, on vous a présenté des grandes aires, là, mais on a aussi une idée là, de ce que ça pourrait avoir de l'air, mais sans que ça soit encore très défini. Là, on n'a pas défini les normes précises au niveau du zonage, au niveau du stationnement, au niveau des aires vertes. Mais on veut vous montrer cela pour que vous concrétisez dans votre tête à quoi ça peut ressembler un terrain industriel, là. En fait, on vient développer 60% du site, mais c'est pas 60% du site là, qui va être bétonné ou qui va avoir des infrastructures. Il va y avoir l'intégration de plusieurs aires vertes, il va y avoir des minimaux qui vont être indiqués là, au zonage. Donc, puis il va y avoir de la végétalisation. Ça peut être là, ça représente une schématisation, là, c'est très simplifié, ça représente pas tous les détails, surtout au niveau des aires de chargement, déchargement, mais ça peut être un potentiel là, d'intégration d'espaces verts là, sur un terrain industriel. À droite, là, c'est des exemples là, qui existent. Ben, déjà, ben, on a Optel là, dans le parc industriel métropolitain où il y a une intégration d'espaces verts à même là, le stationnement, l'intégration d'aménagement de mobilité active, puis il y a quand même de la verdure. Aussi, en bas, on a un exemple un peu là, d'aménagement industriel où on fait de l'intégration de beaucoup de verdure, puis on a même la mutualisation des espaces de stationnement qui est possible, puis qui permet là, de sauver le stationnement. Donc ça, c'est des orientations là, qu'on souhaite maintenir, puis on souhaite là, que le développement ressemble plus à ça que par exemple là, des plus vieux espaces industriels là, qui sont présents là, à la ville de Québec. Donc finalement,
Je vais juste revenir sur qu'est-ce qui s'en vient là, au niveau du PPU. Là, on vous a présenté là, plus nos orientations préliminaires. On va aller peaufiner ça pour détailler le tout dans le PPU. Et donc, on va continuer la consultation d'aujourd'hui avec une consultation écrite là, de 2 semaines qui se termine le 19 novembre. Vous allez pouvoir émettre vos commentaires sur ce qu'on vous a présenté aujourd'hui. Ensuite, là, il va y avoir une version préliminaire du PPU qui va être faite là, pour l'hiver-printemps 2025. Ça va inclure la partie réglementaire. Ça va vous être présenté une autre fois avec plus les détails au niveau du zonage. Puis ensuite, on va avoir là, l'adoption là, du PPU qui est prévu pour juin 2025. Aussi, là, on prévoit éventuellement une modification du schéma d'aménagement. Là, c'est encore en évaluation, là, mais c'est pour que vous prévoyez ça. C'est possible que dans les prochaines semaines, on revienne avec une consultation au niveau du schéma. Parce que, comme je l'ai mentionné, là, on prévoit une grande partie là, de parcs et espaces verts. Puis, comme on vient quand même modifier la teneur de l'affectation, on n'est plus simplement dans l'industriel, donc on va peut-être devoir modifier l'affectation industrielle pour faire changer les limites là, de la zone industrielle. Donc, ça fait le tour, puis on peut passer aux questions. Merci beaucoup. On va arrêter le partage d'écran. Merci là, Oui, merci à nos excellentes présentatrices, panélistes et responsables de projet, évidemment. On va donc désormais transitionner vers la période de questions et de commentaires. En fait, vous pouvez poser là, vos questions et mettre vos commentaires. Il y a déjà des citoyens qui le font par le biais de l'outil QR. Je vais partager mon écran dans un instant pour vous expliquer comment au besoin. Les propos qui sont échangés ce soir vont faire l'objet d'un compte rendu qui va être rendu public par la suite, là, qui vient alimenter les réflexions justement pour la prise de décision dans ce dossier. Je vais vous demander, bien évidemment, d'être concis dans vos questions et dans vos commentaires, de rester respectueux dans vos propos. On préfère avoir des questions directes, pas de sous-entendus. Puis évidemment, je vous fais confiance pour ça. Je vais profiter de l'occasion. Vous avez plusieurs membres de l'équipe projet là, qui sont aussi présents ce soir pour aider à répondre à ces questions. Là. Je vais en nommer quelques-uns. Monsieur Charles-André Vachon, qui est conseiller en environnement. Monsieur Sébastien Dumas, conseiller en développement économique. Madame Caroline Gatz, j'ai pas demandé comment elle prononce son nom de famille, malheureusement. Elle est conseillère en environnement. Monsieur Olivier Duff-Murdoch, ingénieur au service du transport et la mobilité intelligente. Madame Sophie Tremblay-Gratton, qui est architecte paysagiste. Voilà. Et j'ai promis que j'allais partager mon écran. Évidemment, je ne suis pas aussi bonne que mes collègues pour présenter. Donc, vous le voyez tel quel en mode PowerPoint, mais juste voyez ici l'outil QR. Là, donc, vous pouvez peser là-dessus puis écrire vos questions. On va prioriser les questions par écrit ce soir. Si vers la fin, là, quand je sens que ça se calme et qu'il reste des mains levées, on pourra à ce moment-là prendre des mains levées, mais on va prioriser là, les questions qui sont par écrit. Donc, on en a déjà reçu quelques-unes, en fait, avant même la fin de la présentation. On a une première question. Ben, Monsieur Girard a beaucoup de questions, en fait, de précision. C'est très bien. On est là pour ça. Il aimerait savoir, je pense qu'il y a besoin de précision parce que il semble que le terrain était destiné à l'industriel, mais maintenant, la planification prévoit de l'industriel et du commercial. Est-ce qu'on pourrait donner quelques explications par rapport à ça? Des précisions. Je peux répondre, moi. Alexandra. En fait, je pense que la question demande des précisions sur l'affectation là, prévue au schéma d'aménagement qui s'appelle industrie et commerce. Puis c'est peut-être trompeur dans l'appellation, là, mais quand on regarde là, au schéma, là, l'objectif de cette affectation-là, c'est vraiment de donner une priorité à des usages industriels. Et donc, ce qui doit se retrouver éventuellement là, dans les grilles de zonage sont inévitablement des usages de type industriel. Là. Il peut y avoir de façon complémentaire du commercial là, pour dynamiser la zone industrielle pour la qualité du milieu pour les travailleurs, mais en priorité, puis par principe là, de conformité, il doit vraiment y avoir des activités industrielles dans les zones là, sous cette grande affectation-là. Parfait, merci beaucoup. On va poursuivre. J'ai reçu
J'en posais deux de suite de Monsieur Girard, là, puis après ça, je vais avoir un autre interlocuteur. J'ai Monsieur Girard, donc, est-ce que la planification prévoit l'implantation éventuelle d'un TGV qui annonce une gare à l'aéroport? Et qu'est-ce que vous entendez par usage industriel général? Je peux répondre, là. Pour le TGV, ben, c'est sûr que pour avoir un arrimage, mais présentement, c'est tellement embryonnaire qu'on l'a pas inclus dans notre planification. Non, pas si Catherine, tu as d'autres choses à ajouter, là, mais moi, je vois pas. Mais c'est sûr que s'il y en a une qui s'en vient, ben, on va l'armer là, avec notre planification si on a plus de détails. Pour les usages industriels général, ben, en fait, là, ben, ça va inclure tout ce qui est, ça peut être la fabrication à la chaîne, manufacture, ça peut être des usines, des ateliers de fabrication, ça peut être aussi, ben, j'ai pas détaillé, mais tu sais, tous les autres usages industriels là, qu'on voulait inclure, là, la haute technologie, l'industrie artisanale, puis il peut y avoir des générateurs d'entreposage. Mais comme je l'ai dit, là, tous ces éléments-là seraient à l'intérieur des bâtiments. Il peut y avoir aussi de l'agroalimentaire, puis ça ressemble à ça. Parfait, merci beaucoup. J'ai un premier commentaire. Donc, j'ai Monsieur Kevin Saint-Pierre qui évoque il y avait consensus à ce que la bande tampon soit vraiment beaucoup plus large, de 25 mètres à 40 mètres. Ça ne correspond pas à ce que nous avions demandé. Donc, je comprends d'une part que peut-être Monsieur Saint-Pierre, si vous vouliez nous réécrire, puis si vous aviez une autre proposition là, qui va être prise en compte, je vais le prendre comme un commentaire. Est-ce qu'on avait des éléments par rapport à cette bande tampon à apporter? Ben, c'est sûr on avait pris les commentaires, je pense que c'était plus autour de 50 mètres, là, mais comme je l'ai indiqué, là, on a fait une conciliation entre les différents enjeux du site, protection, ben, il a fallu prioriser certains endroits à protéger comme les milieux humides. Il a fallu tenir compte aussi là, qu'on était dans un territoire qui était privé, donc on n'a pas là, tu sais, on peut pas faire tout ce qu'on veut là non plus. Mais on veut quand même là, souligner que cette bande tampon-là, là, on va mettre des normes pour qu'elle soit aménagée de manière dense, puis qu'elle puisse faire vraiment un mur. Là. Puis, tu sais, il y a une manière là, de mettre des normes là, à ce niveau-là là, pour être certain qu'elles répondent là, aux besoins, puis qu'elles soient assez épaisses avec tel type de végétation. Là. Donc, on va faire les efforts là, pour que il n'y a rien de vraiment visible là, à partir là, des habitations là, à proximité, mais comme j'ai dit, il a fallu concilier là, les différents besoins. Parfait, merci beaucoup. On va poursuivre. Je vais essayer d'être un petit peu équitable, là. J'avais beaucoup de questions de Monsieur Girard. Je vais avancer un petit peu, puis je vais revenir à ces questions-là par la suite. J'ai Madame Brigitte H, possiblement Madame Annequin, que j'ai rencontrée dans une consultation. Pouvez-vous montrer à nouveau où sont les rues et comment elles segmentent les milieux naturels? Déjà, j'ai mis le lien là, dans l'outil, dans le chat, là, dans l'espace de clavardage. La présentation elle est déjà rendue disponible en ligne, donc vous pourriez aller tout de suite la consulter. Euh, Peut-être que si vous aviez une question ou un commentaire précis par la suite, là, je vais pouvoir le lire un peu plus tard. Euh, Madame Baril Gravel, qui, si je ne me trompe pas, est administratrice au conseil des quartiers de l'aéroport. Euh, Curiosité quelque peu hors thématique, mais de par les récentes annonces sur un hypothétique lien de type TGV ou TGF, Toronto-Québec, le site ne sera-t-il pas un lieu d'intérêt pour un terminal? Ben, je pense qu'en fait, on a déjà répondu à cette question-là par rapport au TGV. Je vais prendre Monsieur Villeneuve. Pourra-t-on voir sur votre site web une carte montrant les milieux humides d'intérêt à protéger et comment ceux-ci sont couverts par les zones non développées du schéma d'organisation spatiale? On ne le voit pas vraiment dans vos présentations actuelles. Euh, Peut-être Charles-André, aimerais-tu expliquer comment on peut accéder en fait à la carte des milieux humides? Oui, en fait, pour la carte des milieux humides, je n'ai pas la carte récente qui montre vraiment le schéma avec les milieux humides d'intérêt. Probablement que j'ai une collègue là, en présentation qui peut nous le montrer. Mais grosso modo, là, on avait vraiment essayé de conserver là, la majeure partie là, du milieu humide d'intérêt là, qui était de part et d'autre du cours d'eau à l'ouest.
Donc, vraiment, il y avait juste une petite pointe là, qui avait été perturbée par la présence de la route, mais généralement, on avait bien conservé. Donc, parce qu'on avait Judith qui l'avait On pas joint. avait même, j'ai un chiffre, là, je l'ai calculé, là. C'est sûr qu'il y a un empiètement qui était comme inévitable considérant qu'on passait au sud là, avec la route. Puis on est à 94% de conservation du milieu humide d'intérêt, euh, calculé avec notre planification là, présentement. C'est ce qu'on souhaite. Parfait, merci. J'ai Madame Blanchette. Quels seront les moyens de détourner la circulation, surtout des camions, vers les grands axes routiers et non vers le quartier résidentiel, par exemple la route Jean-Gauvin? Mais présentement, on n'a pas de circulation de camionnage qui est permis là, sur la section sud là, de Jean-Gauvin par rapport à Wilfrid Hamel, puis on n'a pas d'intention de le permettre. Euh, c'est sûr que là, on est encore en amont dans la planification, là, puis des études de circulation là, pourront être faites là, en fonction des enjeux qui s'ajoutent, là, puis à ce moment-là, on pourra identifier là, des interventions nécessaires là, pour le camionnage là, lorsque la problématique va être plus claire. OK. Merci beaucoup. J'ai une question de Mme Coulombe. Elle indique ne pas comprendre pourquoi est-ce qu'on ramène le fait que les terrains sont de propriété privée. Vous avez même mentionné que cette situation limitait les interventions de la ville. Pourtant, à ce que je vois, tout le terrain est aménagé par la ville. Alors, quelles sont ces limitations, s'il vous plaît? Peut-être expliquer en fait c'est quoi l'exercice que l'on fait là, Oui, de planification. Ouais. Effectivement, là, donc c'est pas la ville qui aménage le terrain. La ville vient prévoir là, les orientations d'aménagement. Donc, éventuellement, en découlera un cadre réglementaire qui sera imposable là, au propriétaire qui développera le terrain, là. Donc, on vient circonscrire les différents usages qui sont possibles de faire là, sur les terrains privés. Parfait, merci beaucoup. Alors, j'ai une question de Madame Girard qui est inquiète là, au sujet de la petite faune. Elle craint que la faune va envahir le quartier. On aurait des éléments par rapport à la gestion des milieux naturels. Ben, c'est sûr qu'on vient quand même conserver, comme on l'indique, là, 40% là, des milieux naturels du site, là, puis on se retrouve à proximité là, des territoires assez naturels à l'ouest. Là, donc, j'ai plus l'impression que la petite faune, mais je suis pas une experte, là, c'est peut-être plus Charles-André, la petite faune aurait tendance à aller vers les milieux naturels qui vont être maintenus que d'aller vers les milieux urbains. Là. Mais je sais pas s'il y a des choses supplémentaires qu'on peut faire là, à notre niveau. On est plus en planification, zonage, là. C'est ça. Parfait. Ben, merci. On est là aussi pour entendre les préoccupations. Ça garde la ville alerte sur ces sujets-là. Madame Lemieux, euh, OK. Ben, je pense qu'on a encore besoin de précision là, sur cette zone tampon. Donc, sur quoi vous basez-vous pour définir une zone tampon de 40 mètres au sud du secteur? Est-ce suffisant compte tenu qu'il y a plusieurs développements? Ben, il est écrit Dominique, ici, R au sud. Donc, la rue Jacqueline Auriol, boulevard Amel, entre autres. Est-ce que la Euh, zone. Moi, Sophie pouvait répondre, je pense. Non, ma caméra s'ouvre pas, mais oui, je vais pouvoir répondre pour la zone tampon. Ce qu'il faut s'imaginer, c'est que 40 mètres de large, à l'échelle du site qu'on a présentement, ça peut paraître petit, mais à l'échelle humaine, 40 mètres, c'est une largeur qui est suffisamment intéressante pour créer un effet visuel quand même assez intéressant. On peut s'imaginer aussi que dans cette zone tampon-là, d'autres interventions pourraient être envisagées, comme par exemple la création d'un talus d'une hauteur relativement haute, on pourrait parler de 5-6 mètres de haut, dans laquelle on viendrait ajouter des plantations d'arbres à grand déploiement avec l'arbuste pour vraiment créer là, un écran qui serait opaque. Puis on pourrait imaginer d'autres stratégies comme la plantation de conifères et d'arbres 4 saisons pour assurer là, un effet là, tout au long de l'année. Donc, c'est sûr qu'à cette échelle-ci, c'est difficile de se projeter à l'échelle humaine, mais 40 mètres,
En exemple, c'est la longueur d'un terrain de soccer, si on veut s'imaginer. Donc, la longueur d'un terrain de soccer qui serait végétalisé complètement. Parfait, merci beaucoup. Je vais, là, je vais sur les premières interventions, mais je suis consciente qu'on a reçu plusieurs questions de mêmes citoyens. On va y revenir un peu plus tard. J'ai Monsieur Roch Maltais. On va devoir avoir un partage d'écran. Pourquoi la zone B avance-t-elle autant vers le ruisseau à l'est? Du même souffle, pourquoi le début de la zone C n'est-elle pas plus éloignée du ruisseau vers l'ouest? Partager l'écran. D'ailleurs, j'en profiter, petite erreur, petit oubli de ma part, là. On va essayer de viser une fin de la rencontre à 21 h. Là, je reçois beaucoup de questions. Je pense qu'on va être correct. On va peut-être même pouvoir finir avant, mais je vais quand même prévenir là, les participants. Peux-tu répéter la question? Oui, c'est pourquoi la zone B, donc secteur B, avance-t-elle autant vers le ruisseau à l'est du même souffle? Pourquoi le début de la zone C n'est-elle pas plus éloignée du ruisseau vers l'ouest? Donc, je pense qu'il y a une préoccupation, en fait, de cette zone de protection là, entre B et C pour le ruisseau. Ben, ici, on est venu conserver quand même 40 mètres là, de chaque côté. Puis, c'est des secteurs comme ici, là, où on n'a pas de milieu humide, là, donc on a voulu là, plus l'optimiser. Puis ici, là, un peu la même chose là, pour le secteur ici. Donc, on a fait un choix là, pour essayer d'en conserver le plus possible là, au nord, là, dans les milieux plus d'intérêt. Parfait, merci beaucoup. Je la prends. Je vais prendre la question de Madame Brigitte qui est revenue avec une question. Quel pourcentage de tous les espaces boisés, humides, hydriques, friches, sèches sont visés par de l'industriel? Le pourcentage de protection inclut-il les espaces réhabilités? Quel est le pourcentage de réhabilitation prévu? Je pense qu'en fait, on a une diapositive là, qui comprend toutes ces informations-là. La réhabilitation concerne-t-elle seulement les milieux humides, par exemple, la constitution d'une zone tampon? Oui, j'ai les pourcentages, on les a. Excusez. Euh, Faut que je remonte dans ma présentation. Pendant que Je Judith, vais tu partager. remontes Merci. sur la question des pourcentages, je peux peut-être répondre là, sur la réhabilitation de milieux. Là. Donc, l'orientation renvoie à des milieux naturels en général. Donc, effectivement, dans les bandes tampons, ça pourrait permettre du milieu boisé ou autre type de milieu. Là. Oui, ça n'inclut pas nécessairement les espaces réhabilités parce qu'on n'a pas encore ces espaces-là n'existent pas encore. Donc c'est à prévoir, puis c'est selon le potentiel aussi là. C'est pas toutes les zones qui ont du potentiel. Donc pour les zones développées, on est à 40%, mais on conserve 70% des milieux humides, 53,6% des boisés avec ces zones de développement-là. Euh, Est-ce que ça répondait à la question, là? Il y avait plusieurs éléments. Mais je pense que s'il manque des éléments, Madame Brigitte pourra nous réécrire là, puis, pour OK, préciser davantage. parfait. Parfait. Encore un premier tour de parole, Monsieur Kessler. Je comprends que c'est un plan préliminaire, mais je n'ai pas l'impression que ce que vous avez présenté répond aux préoccupations nommées des citoyens par rapport, entre autres, au bruit, qualité de l'air, pollution lumineuse. Qu'est-ce qui sera mis en place pour mitiguer ces impacts? Ben, c'est sûr que les détails plus fins en lien avec les stratégies d'aménagement là, vont venir dans le cadre réglementaire dans les Mhm. prochaines étapes. Là. Donc, ce soir, on met la table là, à ce qu'on souhaite faire, qui est une gestion de ces potentielles nuisances-là. Puis le détail, là, il va venir un petit peu plus loin là, en début 2025. Là. Parfait. Mhm. Euh, Chez Madame Annie Charbonneau.
Pourquoi est-ce que la bande tampon longeant le chemin de fer s'arrête avant Jean-Gauvin? Il y a des habitations résidentielles aussi dans cette partie. Ben pour cette zone-là, on a préféré, on n'en a pas mis à cause des usages qui sont au sud, là. On a des usages là, commerciaux, industriels. C'est pas des zones qui sont visibles là, puis, lorsqu'on se retrouve là, dans la zone plus au sud là, du développement, là, à cause de la pente, là, on n'a pas d'impact. Donc, on a choisi de pas en mettre aussi. On a un talus important au niveau là, du chemin de fer, là, donc il sert naturellement là, de zone tampon. Mais on se retrouve vraiment pas vis-à-vis là, des résidences. Là, c'est des usages là, industriels, commerciaux. Parfait, merci. J'ai une question de Monsieur Côté, Laurie Côté. Gestion intégrée de l'eau par bassin versant. C'est une question, si jamais on doit avoir quelques minutes pour la question, elle est un peu complexe, je pense. 50 LSHA versus la norme de 15 LSHA. Je l'ai envoyé par écrit à Charles-André. Comment cela va être intégré au projet? Oui, Est-ce ben qu'on en veut fait, Oui, on parle parfait. des normes qui vont être implantées, là. Donc là, on avait deux secteurs qui avaient des normes un peu différenciées là, selon où est-ce qu'on va se situer dans le secteur de développement. Donc, effectivement, là, dans les secteurs les plus sensibles au niveau de la gestion de l'eau, il va y avoir des normes plus strictes, là, notamment le 15 litres par seconde hectare là, qui est mentionné par M. Cloutier. Là. Fait que ça reste à. En fait, je pense que c'est déjà déterminé. Là. On a des ingénieurs qui sont là-dessus puis qui planchent sur des plans de développement là, qui vont venir vraiment mettre en place ces normes-là. Donc, c'est déjà Mhm. prévu là, dans le. Parfait, merci beaucoup. Encore un premier tour de parole. Madame Gagnon, dans le schéma, on voit que le secteur C est collé sur le ruisseau à l'ouest. Quelle est la largeur de la bande riveraine? Et 40 mètres de chaque bord. Dans le secteur C, oups, excusez, secteur C, ça c'est lui, B, C. 40 mètres pour le ruisseau à l'ouest, donc le premier ruisseau sur le site. Puis 20 mètres, là, à certains endroits c'est plus que 20 mètres, là, mais le minimum c'est 20 mètres là, dans ce secteur-là. Le ruisseau, ben, le cours d'eau qui est au milieu. Parfait, merci. Question de Monsieur Poulain, en premier tour de parole. Où seront situées les entrées officielles pour accéder au parc industriel via la voiture camion? Je vais Oui, repartager là, mais Oui. on l'a indiqué dans notre schéma d'organisation spatiale, mais donc c'est sur la route de Jean Gauvin, ici, puis sur la 8e avenue de l'aéroport là, via la route de l'aéroport. Donc, c'est les deux seules entrées routières possibles. Les autres liens sont en mobilité active. Parfait, merci. Donc, je reviens aux premières questions posées parce que là, j'embarque dans les deuxièmes tours de parole. Donc, j'ai Monsieur Girard. Quelle discussion a eu lieu avec l'aéroport en lien avec les gabarits des immeubles? Tu as donné des détails, Et en fait, il y sur a des les limites, gabarits. là, il y a des limites à cause là, qu'on est proche là, d'une des voies là, de circulation, là, tu sais, d'une des pistes d'atterrissage, là, il y a des limites. Donc, c'est sûr qu'on est au courant de ces limites-là, puis on les inclut, mais de toute manière, les, les, les bâtiments industriels sont jamais de très grande hauteur, donc il y en a aucun qui dépasserait cette limite-là, même si on allait au maximum. Là. Donc, il y a quand même aussi des discussions avec l'aéroport au niveau du développement du site, donc ils sont déjà pas mal au courant de nos besoins puis de nos aspirations. Parfait, merci. En premier tour de parole, j'ai Madame Marino. Puis d'ailleurs, je le souligne là, parce que je pense qu'il y a des préoccupations là, au niveau là, de l'augmentation de la circulation. Madame Marino indique là, qu'elle demeure très inquiète de l'augmentation de la circulation sur Jean Gauvin par l'accroissement du nombre de voitures qui iront au parc industriel via la 40. Qu'est-ce qui est prévu à cet effet? Mais comme on l'a mentionné, là, on souhaite que tout le camionnage puis la circulation soit seulement sur les grandes artères, qu'il n'y a aucun camionnage dans les quartiers parce que c'est interdit, puis ça va le rester.
Puis on va évaluer les autres solutions là, en temps et lieu. Aussi, lorsqu'on a plus de détails, on aura plus de détails sur les usages, parce que là, on n'a pas de. Lorsqu'on ne connaît pas les usages spécifiques qui sont implantés, c'est difficile de prévoir là, les mesures nécessaires pour la mitigation, puis les impacts là, réels là, sur la circulation. Les études de circulation là, s'appliquent là, vraiment lorsqu'on a un zonage plus clair, là, puis c'est, on n'est pas encore rendu là. Et merci. Monsieur Girard, là, il exprime vraiment des inquiétudes là, par rapport au problème de nuisances sonores, lumineuses, qualité de l'air. Puis, par rapport à ça, je vais juste m'assurer parce qu'il y avait une première question. C'est ça, monsieur calcule que, bon, il va y avoir là, des enjeux de nuisances sonores, problèmes de qualité de l'air qui vont augmenter à cause du développement envisagé et à cause de l'aéroport. Quelles mesures seront mises en place? Je pense qu'on y a déjà pas mal répondu. Monsieur Kevin Saint-Pierre, là, il apportait des précisions là, par rapport à la notion de zone tampon, mais il indique qu'à sa table, là, il y avait été plutôt question d'une zone tampon 3 fois plus large que ce qui a été évoqué. Donc, on va le prendre comme un commentaire. Merci beaucoup. Il demande également, est-ce qu'il y aura du reboisement sur cette zone tampon? Oui, c'est ça, là, en fonction de où ce qu'on est, là, la végétation varie d'un endroit à l'autre, là, donc on va l'évaluer en fonction au cas par cas, je pense. Là. Parfait, merci. Madame Coulombe, en deuxième tour de parole. Pourquoi aucun ou peu de limitation des gabarits des bâtiments du côté ouest? Il y a aussi des résidences autour. N'y a-t-il pas aussi des limitations d'auteur venant de l'aéroport? Ça, on a déjà répondu à cette portion-là. Pour l'auteur, ça ne l'affecte pas là, à ce niveau-là, on est trop loin. Oui. Pour la OK. gestion des gabarits, c'est un choix en fonction de, on veut être plus permissif à cet endroit-là pour l'être moins ailleurs, parce qu'on n'a pas d'impact là, au niveau de la pente, là, on se retrouve vraiment plus loin des résidences là, que les autres secteurs. Puis, il n'y a pas la même pente, l'impact visuel est vraiment moins fort. Donc, on a choisi de prioriser cet endroit-là pour être plus permissif. Parfait, merci beaucoup. Là, je vais y aller là, directement Je vais lire ma liste de questions parce qu'on est pas mal dans des deuxièmes tours de parole pour éviter aussi des répétitions. On voit qu'une bande riveraine de protection a été accordée au cours d'eau ouest pour le protéger adéquatement. Deux choses. Quelle est la largeur de cette bande riveraine? On a déjà bien expliqué, mais on pose la question, pourquoi n'en a-t-on pas accordé aux autres cours d'eau vers l'est? Juste rappeler que le cours d'eau à l'ouest, lui, il va avoir une bande riveraine prévue de 40 mètres de part et d'autre du cours d'eau, là, donc un total de 80 mètres de bande riveraine. Ça fait faut qu'on prend en considération le cours d'eau lui-même, ça fait 90 mètres à peu près, là, entre 85 et 90 mètres de corridor. Puis les autres cours d'eau, les deux autres cours d'eau sur le site, on avait une bande riveraine minimale de 20 mètres de part et d'autre du cours. Donc, fait que ça, on a quand même des belles protections de bande riveraine là, quand même, pour tous les cours d'eau, mais on a fait un effort supplémentaire pour le cours d'eau à l'ouest qui, pour nous, était le plus grande valeur là, à protéger là, de ce côté. Parfait, merci beaucoup, cher André. Ben, écoute, garde ta caméra allumée. Concernant la restauration de milieux humides, de mémoire, la zone F avait été aussi ciblée comme milieu humide ancien potentiel de restauration. L'usage mixte permet-il encore d'envisager un peu de restauration et le développement d'installations sportives aussi? Ben, en fait, pour la portion qui avait été identifiée comme potentiel de restauration, c'était tout le nord du Golfe. Là, donc, c'était pas juste la zone Est, mais bien l'ensemble du nord du Golfe. Donc, on s'est déjà gardé un petit secteur où on voudrait prévoir de la restauration. Ensuite, pour ce qui est permis entre les usages, soit mixtes ou industriels, et de la restauration, probablement qu'il pourrait avoir de l'espace également pour en faire sur des terrains qui sont identifiés en ce moment comme étant industriels. Donc, mais on s'est quand même gardé un secteur là, quand même déjà au nord du Golfe pour prévoir de la restauration. Parfait, merci beaucoup. Euh, alors, question de gestion des eaux pluviales. Puisque notre secteur est en pente vers notre quartier, quels sont les moyens utilisés pour éviter le débordement en cas de forte pluie? peux Madame répondre. Girard. Je peux répondre pour celle-là. Dans le fond, il va y avoir des bassins de rétention qui vont être aménagés en aval de chaque secteur. Donc, ils vont pouvoir tamponner les débits. Puis, il y aura pas de débits excédentaires qui vont être évacués vers l'aval.
En aval, là, c'est bien en bas de la pente, c'est ça? Ouais, exact. Ouais, c'est bon, juste pour être certaine. Merci. Monsieur Girard, de nouveau, un commentaire. La planification réglementaire provient de la ville. OK, je pense qu'on répondait à un commentaire précédent, mais c'est le propriétaire privé qui doit s'adapter et non l'inverse. Parfait. Ben, merci beaucoup, Monsieur Girard. Euh, Madame Gagnon, est-ce que la bande riveraine englobe tout le bassin versant du ruisseau à l'ouest? En fait, il n'englobe pas tout le bassin versant, là, parce que le bassin versant va aller jusqu'à l'aéroport et même au nord. Mais, comme on disait tantôt, là, c'est un 40 mètres de part et d'autre là, du cours d'eau qui va être protégé dans la bande riveraine là, non développée. Parfait, merci beaucoup. Question de Monsieur Laurier-Côté. À propos du 40% conservé, à terme, ces terrains seront-ils de tenue publique ou privée? Euh, pour l'instant, les terrains sont de tenure privée, là. Donc, nous, ce qu'on vient faire, là, c'est prévoir les usages qui pourront y être effectués. Parfait, merci. De Monsieur Kessler, il est mentionné que de l'agriculture ou d'autres activités pourraient avoir lieu dans le 40% de milieux conservés. Quelle est la proportion réelle des milieux naturels qui seront conservés? Bien, on vient limiter comme les usages là, le plus possible, là. Donc, c'est sûr qu'ils pourraient potentiellement avoir des activités, mais comme compte tenu de leur nature, l'impact va être vraiment minimisé. Là, si on parle des infrastructures récréatives comme des sentiers, etc. Mais là, on sait pas encore le détail là, de ça. Mais c'est comme ça qu'on peut dire que ça va être conservé. Aussi, il y a un potentiel transfert de cette affectation-là là, au schéma d'aménagement, ce qui va assurer là, une pérennisation de cette affectation-là pour que ça se maintienne là, dans le temps, puis ça vient l'attacher là, plus, de manière plus concrète là, et pérenne. Parfait, merci. Madame Coulombe, elle complétait un propos là, par rapport à la petite faune. Elle indique qu'elle a eu la visite d'un coyote en pleine rue il y a 2 semaines, qu'il n'y a encore aucun développement, alors qu'il n'y a encore aucun développement sur le terrain. Il est démontré que l'envahissement de leur territoire les perturbe. Donc, merci là, du rappel qui est important. Et je pense aussi que dans ces situations-là, peut-être c'est contacter également le 3-1 là, pour signaler ces situations-là. Madame Baril-Gravel. Euh, je pense qu'elle répond, là, ça a été répondu. C'est par rapport à la responsabilité de la ville là, pour la planification du secteur. Monsieur- j'ai Madame Gagnon aussi qui exprime là, des inquiétudes là, par rapport à la faune sur le secteur. Donc, elle évoque les, euh, les chevreuils. Donc, merci. Euh, Monsieur Maltais, le lien routier qui traverse les zones industrielles et les milieux humides n'aurait-il pas pu être planifié vers le haut de la zone au nord avec accès routier aux zones industrielles par le haut, plutôt qu'en traversant les milieux humides et les trois ruisseaux? Au En- en- nord, on a plus de milieux humides encore. Là, là, on vient minimiser lorsqu'on va au sud parce qu'on est dans les pointes des milieux humides. Donc, on pense que ça serait le meilleur endroit, là. ouais, alors que notamment au nord, on se trouve au cœur du milieu humide d'intérêt là, sur une portion, là. Mhm. Donc, c'est ce qu'on a cherché surtout à éviter, là. Parfait, merci. Et une explication très claire. En premier tour de parole, Monsieur Maxime Lepluard, la bande tampon semble être bien plus grande autour du collège de Champigny que près des résidences. Est-ce qu'il y a une raison pour cela? Oui, notamment en raison là, des caractéristiques paysagères du collège, de son aspect fort dans le secteur, là. Donc, c'est ce qu'on a voulu venir préserver, là, son aire boisée tout autour. Parfait, merci. Monsieur Kessler, j'ai beaucoup de questions de Monsieur Kessler à l'instant. Est-ce qu'une couverture du secteur actuellement mal desservi par le transport en commun est prévue? Il y a des éléments, dans le fond, de transport en commun, peut-être même mobilité active aussi pour ce secteur? On planifie sur notre chemin d'organisation, on planifie plus les liens de mobilité active, tout ça, on veut venir bonifier.
pour le transport en commun, on est en discussion avec le RTC, puis ils sont au courant de notre planification, puis on va le faire en commun avec eux pour qu'il y ait une desserte là, en conséquence. Là. Présentement, il n'y a rien, donc il n'y a pas de desserte, mais elle va être bonifiée là, parce qu'on aura le développement. Parfait. Encore, M. Kessler, est-ce qu'un réaménagement de la sortie Jean-Gauvin, déjà surchargée, est prévu? On parle de l'intersection ou euh, parce que c'est l'intersection, on va la réaménager parce que c'est pas la configuration est pas bonne là, pour accueillir des plus gros camions. OK. Au besoin, Le M. reste, Kessler je peut sais pas là. réécrire là, pour une Mhm. question plus précise au besoin. Merci. Euh, En première question, Madame Joanne Pétrin, avez-vous plus de précisions sur les industries qui seront implantées? Ben, je pense qu'on a amené des précisions là, sur les usages potentiels, sur les occupants comme tels. Là, à ce stade-ci, on ne connaît pas là, qui, comme entreprise, serait amené à s'installer. Là. Parfait. Ben, je pense que c'est bien expliqué aussi dans la présentation. Là. Madame Pétrin aura l'occasion de regarder la présentation de nouveau puis de pouvoir faire les commentaires aussi en fonction. Je retourne à la question de M. Kessler. Vous avez ciblé une conservation de 40, vous cibliez une conservation de 40 à 50 donc c'est ce qui avait été évoqué au printemps. Pourquoi préserver uniquement 40 et ne pas viser le 50 Comme je l'indiquais, là, c'est sûr qu'on a un développement à 60%, mais tu sais, dans les zones de développement, il va y avoir l'intégration d'espaces verts, ben, de zones végétalisées, puis il va peut-être avoir même le maintien de milieux humides là, lorsque ça sera possible. Là. Donc, ça ne veut pas dire que lorsqu'on développe là, 60%, que ça soit 60% là, de développement en béton, etc. Aussi, là, ben, comme je l'ai dit, c'est une conciliation là, des différents besoins. Là, donc, on propose là, ça là, aujourd'hui à cause de toute la conciliation nécessaire. Parfait, merci. D'ailleurs, il revient aussi avec des précisions là, pour la Jean Gauvin. Comme quoi, il parlait plutôt de la sortie pour prendre la 40 à partir de Jean Gauvin. Il était réaliste de penser que les voitures vont toutes rentrer dans le secteur industriel via Amel. Donc, j'ai l'impression qu'on est dans l'implantation à plus large échelle. Là. Oui, pour Ouais. lequel, à ce stade-ci, malheureusement, on n'est pas en mesure d'apporter réponse, là, mais ça fait partie des éléments qu'on considérera. Parfait. Merci. Euh, OK. Question de sécurité routière. Monsieur Martel demande. Il dit qu'actuellement, il y a des camions qui passent sur Jean Gauvin, qu'il n'y aurait pas application de la réglementation en vigueur. Comment allez-vous sécuriser les citoyens? Comme on l'a mentionné avant, là, on ne souhaite pas que le camionnage soit permis. Puis, tu sais, en fonction des enjeux, on pourra identifier peut-être des mesures supplémentaires nécessaires là, en fonction des préoccupations émises par les citoyens, en fonction du camionnage qui est prévu, là, on pourra venir évaluer les mesures nécessaires. Parfait, merci. En premier tour de parole, Madame Fauché, elle nous remercie pour la présentation et la consultation. Euh, Lors de l'analyse de la circulation, j'aimerais uniquement mettre en lumière la particularité du rang Saint-Ange, dont la configuration n'est pas très large et où la densité de résidence est somme toute importante, avec des piétons, des enfants qui vont au parc Saint-Ange, des cyclistes. La circulation de camions est déjà un peu problème, donc je vous invite à analyser le contexte particulier le long du rang lors de votre analyse sur le camionnage. Merci. On va prendre en compte le commentaire. Je remonte. Monsieur Kevin Saint-Pierre demande, est-ce que vous avez un estimé d'horizon de temps pour le début des travaux? Ça peut aller assez rapidement. On souhaite une adoption en juin 2025, donc potentiellement en 2026, là, l'été 2026, printemps. Parfait, merci beaucoup. Et ça se passe bien. Mon nombre de questions là, réduit tranquillement. Donc, merci. Monsieur Laurier-Côté revient sur la norme du 15 litres. Alors, Charles-André, ouvre ta caméra. Par seconde. Donc, je reviens sur la norme du 15 litres par seconde par hectare.
Pouvez-vous nous donner des exemples autres que les bassins de rétention en aval? Je peux y aller, Charles-André, sur ça. Le 15 litres seconde hectare, c'est pour des pluies 100 ans, donc des pluies très, très importantes. Donc, pour les mesures de mitigation pour ça, c'est uniquement les bassins de rétention. Pour les plus petites pluies, il va y avoir probablement des ouvrages d'infiltration. Puis le 15 litres seconde hectare, c'est pas partout, là. C'est surtout vers la rivière Lorette. Pour les autres secteurs, c'est majoritairement 50 litres seconde hectare. Merci beaucoup, Jean-Christophe, d'être à l'affût des questions. Madame Coulon, est-ce que la ville a déjà envisagé acheter ces terrains pour mieux en contrôler les usages? Ben, en fait, c'est une question de, je pense, de choix, là. Rendu là, je pense qu'on continue de voir les options qui s'offrent à nous, là, présentement, là. Ça reste de tenue privée, là, mais on verra, pour la suite, là, pour maintenir, nos orientations. Merci. Euh, Madame Brigitte, elle demande si on peut voir les questions. Je ne sais pas si on parle des questions du QR. Toutes les questions là, apparaissent en fait là, normalement quand vous naviguez dans l'outil QR. Et aussi, ben, en fait, la rencontre de ce soir va faire l'objet là, d'un rapport de consultation complet. Donc, vous aurez accès là, aux questions, aux réponses ainsi qu'aux commentaires. Voilà. Euh, ben, je pense que M. Villeneuve, il est déçu en fait là, il parle que l'on sacrifie 6 d'un milieu humide d'intérêt. Euh, il demande pourquoi ne pas en faire un peu plus et s'assurer d'une protection complète et efficace de ce milieu humide d'intérêt. N'est-ce pas beaucoup à gagner pour la biodiversité du site pour si peu à sacrifier en superficie à développer? Oui, ben en fait, effectivement, là, il y a une petite portion du milieu humide d'intérêt là, qui va probablement être perturbée par le projet, notamment à cause de la rue qui va passer, là, puis qui va couper une petite pointe du milieu. Donc, c'est sûr que nous, on trouvait ça difficile de conserver cette portion-là, notamment à cause de la rue. Puis, comme on disait tantôt, la rue a été placée pour éviter le plus possible les milieux humides d'intérêt. Donc là, c'était un petit peu une question de conciliation de ce côté-là. Cependant, tu sais, on a vraiment voulu le plus possible tu sais, limiter les impacts sur les milieux humides d'intérêt. Puis aussi à l'échelle de l'agglomération dans le PRMHH, c'est sûr qu'on veut, autant que possible, là, préserver jusqu'à 98 en fait, notre objectif, c'est 98 de milieux humides d'intérêt qui serait préservé. Là. Donc, à l'échelle de l'agglo, on en préserve beaucoup. À l'échelle du projet, on a un 6 là, qui va être vraiment impacté là, par ce projet-là, mais je pense qu'on a fait on est allé chercher le plus que pouvait de ce côté-là. Parfait, merci beaucoup. Madame Girard, elle évoque, ben, on parle encore du TGV. Donc, est-ce qu'il y a une réflexion pour l'arrivée possible d'un TGV dans notre ville? J'ai compris que la réponse On était l'a oui. déjà répondu. Oui, c'est ça, On va aller voir avec la suite. tout à fait. Monsieur Maltais, vous avez parlé d'un lien pour permettre aux piétons de traverser la voie ferrée vers l'ouest pour aller vers le milieu naturel du premier ruisseau. Pouvez-vous nous en dire davantage sur la solution envisagée pour traverser la voie ferrée? Oui, ben ça avait été mentionné lors des consultations publiques là, au printemps, cet intérêt-là, puis avait été porté à notre attention un ancien passage à bétail là, qui existe le long du chemin de fer. Après la discussion avec Chemin de fer Québec-Gatineau, là, ce passage-là arrive en fin de vie puis est amené à être démantelé. Donc, il y a d'autres avenues là, pour franchir le chemin de fer qui devraient être envisagées. Donc, on poursuit la réflexion en ce sens-là. Là. Est-ce que ça prend la forme d'une passerelle, par exemple, ou autre? Là? Parfait, merci beaucoup. J'ai un commentaire là, de M. Martel là, qui indique qu'il aimerait que la Ville travaille en amont des problématiques énoncées par les citoyens et non après. Et il parle de circulation, qualité de l'air. Donc, merci. Tout à fait. Monsieur Kessler, serait-il possible lors des prochaines présentations d'expliquer comment le déboisement du secteur sera compensé comme on semble s'éloigner continuellement des objectifs de la vision de l'arbre 2015-2025, particulièrement pour le secteur concerné?
on va le prendre comme une suggestion pour une prochaine présentation. Merci, c'est une bonne idée. Monsieur Côté, également en commentaire, là, je vois qu'il me reste seulement 2 questions. N'hésitez pas, on a encore un peu de temps, là, si jamais. Sinon, par exemple, tout à fait, vous allez pouvoir aussi nous envoyer vos questions là, par écrit, par courriel ou par le biais du formulaire en ligne. Monsieur Côté nous invite à aller marcher le ruisseau ouest. Sur plus de 900 mètres de la terrasse supérieure à la terrasse inférieure, il coule de cascade en cascade dans un ravin d'une rare beauté et dans une forêt mature. C'est une merveille à protéger au premier plan, tout autant que les milieux humides. 40 mètres de bande riveraine pourraient ne pas être suffisants. Ben, merci beaucoup, là. C'est une très belle, une description très évocatrice, puis je pense que ça va être pris en compte là, Tout à dans les fait. réflexions pour la suite des choses. Merci beaucoup. Monsieur Kessler, comment est-ce que l'objectif d'aucune perte nette de milieu humide d'intérêt, loi sur l'eau, sera respecté? Comment la Ville compensera la perte de 6 Comment êtes-vous également en mesure d'affirmer qu'avec le temps, le fait d'empiéter sur le milieu ne va pas le faire mourir à petit feu, un peu comme ce qui se passe à la base de plein air de Sainte-Foy? On a un peu répondu pour le 6%. Pour la compensation, ben, tu sais, on a prévu peut-être là, de la compensation sur le site si c'est possible. Euh, Peut-être Charles-André, si tu as des choses à ajouter au niveau de Ben, l'empiètement. Là. Ben, en fait, c'est sûr qu'à la base de plein air, là, c'est une autre dynamique complètement. Là, fait que je ne vais pas rentrer dans le détail de ça, mais effectivement, là, on remarque qu'il y a des fois des milieux qui vont être perturbés par des développements autour. Dans ce cas-ci, on a vraiment voulu préserver des corridors avec des milieux qui étaient connectés au nord, justement pour ne pas faire trop de fréquentation dans les milieux humides. Fait qu'on pense que ça va beaucoup aider. Après, c'est sûr qu'il va y avoir des analyses un peu plus poussées, là, plus le projet va avancer. Tant au niveau de la ville, des promoteurs, le ministère de l'Environnement, tout ça, ça va faire en sorte qu'on va avoir des analyses. L'objectif, c'est pas de conserver pour pas qu'il soit pérenne dans le temps. Là. Donc, évidemment, on va faire en sorte que ça puisse être conservé, là, et avoir les bonnes pratiques là, pour s'assurer qu'ils vont demeurer. Là. Ça, c'est certain qu'on veut les conserver là, en bonne santé. Merci beaucoup, Charles-André. Donc, ça met fin pour l'instant à mes questions écrites en ligne, mais je pense que je vais continuer Une d'en question? recevoir. Je vais permettre, en fait, je vois 2 mains levées. Je pense que j'ai pas eu d'intervention encore par écrit de Monsieur Lemieux. Monsieur Lemieux, je vais vous donner la parole. Je vais vous demander d'être concis, de poser votre question directement ou sinon, si vous avez un commentaire, on va de manière concise. Merci. Je sais pas si j'ai envoyé une demande de permission pour ouvrir le micro. Monsieur Lemieux? Je sais pas s'il y a un enjeu de micro, mais malheureusement, je vois pas on a autorisé de parler, mais là, je vois pas le petit compte s'activer. N'hésitez pas à nous écrire là, si jamais aussi vos questions. Euh, Parfait. Donc, quelques éléments qui ont réapparu dans mon outil QER. Monsieur Girard, les 3 préoccupations des citoyens qui n'ont pas de réponse. Le bruit, la pollution lumineuse et la qualité de l'air dans Champigny. Outre la bande tampon, il n'y aura vraiment rien à faire dans le PPU pour garantir que le développement n'aura pas d'impact de ce côté. Écoutez, je pense que je comprends que pour ce soir, là, les réponses ne vous ont pas satisfait. Euh, je pense qu'on va on va prendre ça comme un commentaire là, pour la suite des choses. Là. On entend bien là, toute la préoccupation en lien avec ces enjeux-là. Puis n'hésitez pas, là, M. Girard, aussi là, à nous envoyer vos commentaires, là, si vous voulez, par écrit pour ce volet-là. Merci. Monsieur Côté, à propos de la rue principale là, qui traverse tout le secteur, à quelle dénivellation sera-t-elle située et quel sera son impact sur le paysage? On n'a pas encore le détail de la localisation. C'est un tracé assez schématique, là. C'est sûr que ça devrait être autour de cette hauteur-là parce qu'on a voulu minimiser l'impact sur l'empiètement là, des milieux humides. Puis il y a comme une pente là, qui serait plus intéressante dans ce secteur-là, mais tu sais, elle risque de changer là, un petit peu là,
Puis aussi, au niveau de l'impact paysager, c'est sûr qu'autour, là, il est prévu des aménagements. Là, on va pouvoir implanter la végétation, puis même des aménagements là, durables des eaux de pluie. Donc, on pense que ça n'aurait pas nécessairement d'impact là, au niveau du paysage là, pour la rue. C'est plus au niveau des bâtiments qui vont être plus en hauteur que l'on va vouloir venir moduler, là, je pense. Parfait. Merci. Madame Gagnon, est-ce que l'eau ruisselante de 6% perturbée, notée par M. Villeneuve, ira dans le ruisseau ou si elle sera détournée? Ben, Ben, les cours d'eau vont être conservés. en fait, peut-être pour la question, c'est vraiment, c'est sûr que l'eau, généralement, quand on fait un développement, ça va retourner dans le même bassin versant, donc dans le même ruisseau, mais ça va passer à travers des infrastructures, que ce soit des infrastructures de gestion d'eau pluviale, comme des noues, comme des systèmes de biorétention, ou alors des bassins de rétention. Tout ça va s'arrêter là, puis retourner dans le ruisseau initial, là. Ça- L'eau demeure dans le même bassin versant. Je sais pas si c'était ça le sens de la question. Parfait, merci beaucoup, Charles-André. Je pense que ça répond bien. Euh, Monsieur Lemieux a baissé sa main. Je pense qu'il y a un petit enjeu aussi, là. J'ai reçu une question. N'hésitez pas là, dans les prochains jours à nous contacter. Ah, la main se relève. On se réessaye. Là, je demande à activer le son. Il faudra activer le son. Monsieur Lemieux? Ouais, malheureusement, je pense que ça ne fonctionne pas. C'est- Dans l'invitation, il y avait aussi là, mon numéro de téléphone au bureau. Donc, si jamais vous pouvez aussi me téléphoner directement pour poser vos questions, puis je pourrais les transmettre là, à l'équipe. Monsieur Martel, vous avez aussi la main levée. Je m'essaye à allumer le son. Je ne sais pas si c'est une vieille main parce qu'on a répondu quand même à plusieurs de vos questions. Oui, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Martel. C'est parce que je voyais que vous me répondiez pas. Fait que moi, dans ma tête, j'ai dit, on ne veut pas que je parle ce soir. C'est pour ça que On a j'ai mis essayé des questions de, en ligne. on essaie de répondre au mieux, mais j'avais bien indiqué là, qu'on allait prendre les mains levées à la toute fin après avoir écoulé les questions par écrit. Est-ce que vous En aviez tout une cas, dernière vous question? recevrez un courriel concernant cette présentation de ma part sur la formule, mais il est en train d'être écrit. Moi, là, c'est la problématique, là, il y a quelques questions que j'ai soulevées. Ça revient sur la question de l'accès. Par deux, vous me parlez qu'on ne peut pas passer par la route de l'aéroport, il faut que ce soit uniquement la 8e avenue. Jean Gauvin. J'ai énormément d'inquiétudes sur toute la circulation de transit. Amel, on vous l'a soulevé. Puis dans votre présentation tout à l'heure, au départ, je ne voyais pas ces inquiétudes-là de la circulation sur Amel, qui est extrêmement dangereuse actuellement pour les gens qui veulent le traverser, etc. Puis je trouve que ça manque. C'est pour ça, dans mon commentaire, ce que j'ai trouvé malheureux, c'est qu'on n'y a pas pensé de suite, puis on y pensera dans des étapes ultérieures. J'ai comme l'impression qu'on va faire le projet, puis quand les citoyens dans 5 ans viendront nous voir en disant oh, il y a un problème de circulation sur Amel, ah là, on va tenter de trouver une solution. C'est pour ça que moi j'ai l'impression qu'on ne travaille pas. On dirait que les étapes, il en manque, là. Il me semble que si vous nous arriviez avec des choses concrètes sur différents sujets, que vous y avez réfléchi, je sais que vous ne pourrez pas prévoir tous les problèmes, mais ceux qu'on vous a soulevés, il me semble qu'il y aurait un élément de sécurité au niveau et que ce serait plus facile après ça à essayer de vendre le projet puis qu'il y ait une plus grande acceptabilité sociale. Il y a beaucoup de critiques sur Jean Gauvin. Sur Boulevard Amel, c'est la même chose. Fait que c'est un peu ça mon commentaire question. Puis je sais que vous allez me dire, ben ça va aller plus tard. J'espère que c'est pas ça la réponse que vous allez me donner. Bonne... Bien, merci beaucoup. Ben, écoutez, on ne peut que le prendre, je pense, comme recommandation là, pour les prochaines présentations, là, le contexte d'insertion plus général là, de ce projet-là. Donc, je pense que c'est bien entendu, là, peut-être c'est pas le seul citoyen à évoquer là, ces enjeux-là ce soir. Là, donc, c'est bien entendu. Puis d'ailleurs, ben, c'est ça. Vos élus, vos conseillers municipaux sont présents aussi ce soir là, pour bien les entendre. Donc, merci beaucoup. Excusez. Hop. Parfait. Bon, je reprends le fil. Juste- Parfait. Je vais reprendre le fil des questions.
qui ont réapparu, on se rappelle, on va terminer au plus tard à 21h, mais je pense que de toute façon, on voit qu'on en a de moins en moins. Monsieur Kessler, même Jean Gauvin, difficile et dangereux à traverser, aucune traverse piétonne indiquée actuellement. Donc, on comprend le contexte d'insertion de tout le projet, comme j'évoquais, au niveau de la sécurité routière. Madame Marie Gravel est d'accord avec les propos de Monsieur Martel. Monsieur Côté, les actuels terrains de Veolia, par changement de zonage, sont aussi destinés à des fins industrielles. Y a-t-il complémentarité avec le projet actuel? Sébastien, peut-être que tu peux offrir une Oui. réponse là, à cette question-là sur les questions industrielles dans le secteur. Oui, je peux répondre. En fait, le projet Veolia, c'est d'une toute autre nature. En fait, ce qu'on travaille présentement, c'est plus des usages de haute technologie là, qui pourraient être planifiés là, pour le secteur Veolia. En fait, ça pourrait s'apparenter un peu à ce qu'on prévoit pour le secteur Est au sud du collège Champigny. Donc, il n'y aura pas d'industriel plus lourd à cet endroit-là. C'est surtout de la haute technologie. Donc, ça s'apparente davantage à du bureau qu'à des usines ou des manufactures ou des entrepôts. Merci. Un commentaire de Madame Girard sur la formule de ce soir. Une rencontre via Zoom limite l'accès à de nombreux citoyens. Pour la prochaine rencontre, est-ce possible de la faire en salle? C'est sûr qu'à l'occasion qu'on a les rencontres en ligne comme ce soir, ça permet là, souvent, pour certains citoyens, une conciliation travail-famille un peu plus aisée. Mais on prend bien compte de la suggestion pour les prochaines rencontres. Merci. Madame Gagnon, précision sur ma question. Donc, il y a des inquiétudes là, par rapport à la qualité de l'eau. Qui garantira et comment sera garantie la qualité de l'eau qui retournera au ruisseau de l'Ouest en venant du 6% perturbé? Ben, en fait, c'est des ouvrages qui vont être installés, là. C'est sûr qu'il y a des normes là, à respecter, là, tant au niveau des ouvrages, par exemple, 80% minimal d'enlèvement de MES là, pour tout ce qui est un ouvrage de rétention, là. Fait que il y a déjà des normes qui sont présentes. C'est sûr qu'on on voudra aller un petit peu plus loin que ça aussi, possiblement avec des nous, avec des aires de biorétention, etc. Donc, la qualité de l'eau va être assurée là, par les normes Parfait. Merci beaucoup, Jean-André. Monsieur Kessler, en commentaire, dès le départ, lors de la présentation de la démarche, il a été mentionné que l'acceptabilité sociale était primordiale pour le PPI. Vous ne semblez pas l'avoir. Est-ce que vous considérez ce facteur dans la planification? On a considéré les commentaires, là, comme je l'ai mentionné, pour faire notre schéma d'organisation spatiale. Puis, c'est sûr que là, c'est un site, là, il faut prendre en considération que c'est un site avant qui était pour être complètement développé. Là, on vient conserver une bonne partie. Donc, on pense qu'on a un gain là, à ce niveau-là. Puis, on tente au mieux possible là, d'intégrer là, les préoccupations là, des citoyens. Puis, le détail aussi va venir là, avec le zonage, là, comme j'ai mentionné. Parfait, merci. On nous demande, on était combien de personnes en ligne ce soir? Au plus fort de la soirée, il y avait à peu près 61 citoyens que j'ai pu voir. On est actuellement 45. Et vous indiquez également que les rencontres hybrides seraient préférables. On en prend bien note. Merci. Oh, Patrick Lheureux, en premier tour de parole, à propos de la qualité de l'air, car vous savez sans doute que notre quartier, cette qualité est plus ou moins bonne, 3e au Québec. Par conséquent, l'ajout d'industries légères, de transport, de déplacement des employés, des camions de livraison, etc., fera en sorte que la qualité de l'air ne s'améliorera pas. À mon avis, bien que je ne sois pas un spécialiste de ces questions complexes, comment répondre à cette préoccupation de plus en plus présente des citoyens? J'inviterais peut-être Caroline à répondre là-dessus sur la question de la qualité de l'air. Oui, bonsoir. C'est pas une réponse nécessairement simple, mais on sait que la qualité d'air, dans le fond, c'est une affaire de tous, là. Ça regarde autant les usagers citoyens que coopératifs sur le territoire de la Ville de Québec. Je crois qu'au niveau
de l'industrie du transport. Il y a beaucoup d'initiatives pour que l'ensemble des flottes véhiculiers s'améliorent en termes de technologie pour améliorer la qualité d'air. Au niveau des citoyens, on essaie d'augmenter nos mobilités actives et réduire. Alors, tout le monde y met du sien. Au niveau de la ville de Québec, on sait qu'on a beaucoup d'initiatives qui visent le quartier au niveau plus du chauffage au bois qu'on a ciblé dans le sens à être un des grandes sources de particules fines. On sait que ce n'est pas le seul. Oui, le transport et autres contribuent à la qualité d'air, mais on est conscient des enjeux de qualité d'air, puis on y travaille aussi au niveau de l'agglomération avec la commission consultative pour une saine qualité d'air qui a été lancée aussi cette année, notre plan d'action sur la qualité d'air qui vise 2023 jusqu'à 2027 et sûrement d'autres initiatives qui suivront par la suite. Donc, la Ville essaye d'agir autant au niveau local qu'au niveau de l'agglomération sur la qualité d'air. Est-ce que... Merci beaucoup. Merci. Merci. C'est une bonne réponse pour les actions en cours. Parfait. Ben, écoutez, je n'ai plus de questions qui apparaissent en ligne, donc je pense qu'on va pouvoir se diriger vers la conclusion de cette rencontre. Voilà. Donc, on peut peut-être faire un bref rappel des prochaines étapes, puis je pense que je vais inviter par la suite M. Martin à fermer la séance. Je sais pas si vous voulez juste rappeler là, remettre peut-être la slide avec les prochaines étapes. Je m'en occupe. En ce temps-là, ben, Mme Coulombe nous rappelle que les arbres matures sont l'un des moyens les plus efficaces pour la qualité de l'air. Il faudrait éviter de couper les arbres matures lors du développement. Merci. On voit mon écran? Oui, tout à fait. Donc, juste pour rappel, ben, pour les gens là, qui n'auraient pas, partagé là, leurs commentaires pour ce soir, là, on a cette consultation écrite là, qui débute dès demain matin, qui va durer du 5 au 19 novembre. Et aussi, là, par le biais même, aussi nous envoyer vos questions par écrit. Des fois, on a plus le loisir là, de bien formuler aussi les réponses de façon concise et claire. Puis voilà, les objectifs, là, c'est de livrer une version préliminaire du PPU pour l'hiver-printemps 2025. Donc, tout ça vient avec d'autres activités de consultation publique. Voilà. Donc, ben, Monsieur Martin, je vous laisserai le mot de la fin. Merci beaucoup, Alexandra. Merci à tous les citoyens qui ont participé et aussi à tous les fonctionnaires de la ville. Je comprends que pas toutes les questions ont été répondues peut-être à la satisfaction de certains, mais le but de la présentation, c'était de vous transférer les orientations préliminaires. Et là, on entre, comme le dit Alexandra, dans la consultation écrite. Donc, c'est vraiment important si vous avez d'autres commentaires, si vous voulez expliquer un petit peu plus que ce que vous n'avez pas eu l'opportunité dans le document, dans le chat, de bien l'expliquer, ben, vous pouvez le faire. Vous avez 2 semaines pour l'expliquer. Je crois que le formulaire va être en ligne soit plus tard ce soir ou demain pour pouvoir le faire. Et je vous rappelle aussi que nous sommes à une étape préliminaire du plan. Donc, c'est vraiment les orientations qu'on voulait participer avec vous, des orientations préliminaires. Il y a des choses qui vont être adaptées par la suite et des choses qui vont être étudiées aussi par la suite. Donc, ne vous inquiétez pas, il va y avoir d'autres consultations. On va revenir vous présenter d'autres aspects dans les semaines et mois à venir. Mais merci beaucoup pour votre participation et j'ai très hâte de recevoir tous les commentaires que vous avez pour pouvoir profiter du projet là, qui va être gagnant pour tout le monde. Bonne soirée de mon côté. Merci beaucoup. Puis, ça va mettre fin à la rencontre de ce soir. Au revoir tout le monde. Merci beaucoup. Merci, au revoir.